Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Shai. Comment tu vas, Elsa? Elsa, Ça oula. va très bien. Et toi? Ça va très très bien. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de sujets très importants, à savoir l'impact carbone des entreprises, l'évaluation, euh, l'évolution carbone des entreprises au fur et à mesure du temps. Bref, pas mal de sujets à discuter aujourd'hui. Mais bien sûr, je vais démarrer par une présentation. Donc qui es-tu, Elsa? Alors, donc je m'appelle Elsa, j'ai 31 ans. Moi, j'ai fait 6 ans de conseil en stratégie pour les grandes entreprises avant d'avoir une grosse prise de conscience qui a fait que je me suis doucement tournée vers l'entrepreneuriat. Et j'ai cofondé Nota Climat et Open Climat. On y reviendra sans doute un peu plus en détail. L'idée, en fait, c'est d'apporter de la transparence sur l'action climat des entreprises à destination des citoyens pour faire accélérer l'action de tous. Ok, très bien. Avant de parler bien sûr de ce que vous faites avec Nota Climat, avec Open Climat, euh, sur toi déjà, euh, comment est-ce que tu te retrouves à lancer Nota Climat, Open Climat? Comment ça se passe cette partie lancement entre le poste de salarié dans une entreprise de conseil un peu disons classique quand on sort d'école de commerce, etc. De un peu la voie qu'on souhaite tous, enfin que la majorité en tout cas vont. Hein, moi aussi, j'ai fait aussi cette partie-là. Euh, et ensuite l'aventure Nota Climat plus concrètement. Euh, donc effectivement, moi, je suis sortie d'école et je suis allée directement dans cette voie un peu qui est la suite un peu de l'école de commerce, qui est le conseil en stratégie. Enfin, on voit quand même assez royal parce que enfin, je crache pas du tout dans la soupe. Moi, j'ai adoré mes années de conseil. Enfin, t'apprends énormément, tu touches à beaucoup de secteurs, t'es en face d'interlocuteurs, enfin, niveau COMEX, etc. Euh, donc, tu apprends vraiment énormément. Ça a appris à me cadrer sur pas mal de points. Mais c'est vrai que depuis quelques années, la fameuse question de bon, où est-ce que je vais? Il me reste 30 ans à bosser. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire sur encore les 30 dernières années? Et en fait, ça s'est combiné en parallèle avec une prise de conscience écologique euh, par le biais de plusieurs médias, conférences, une première fresque du climat qui m'a vraiment donné une énorme claque et qui d'ailleurs m'a été proposée par ma boîte. Donc c'est un peu, voilà, ils ont accéléré ma sortie. Et en fait, à côté de ça, j'avais envie d'avoir un impact un peu plus systémique, parce que moi, je bossais avec les entreprises une par une, mais je me rendais compte qu'en tant que même en bossant là-dedans, même en étant euh, assez engagée de mon côté, assez sensibilisée, Tu j'étais faisais quoi concrètement incapable. dans la Donc, partie conseil en strat? le conseil en strat, en gros, ça consiste à, sur des missions de quelques semaines à quelques mois, aider des grandes entreprises sur tout type de problématiques, que ce soit à se développer, à lancer un nouveau produit, à réduire leurs coûts, à lancer une stratégie RSE, définir les grands piliers, etc. Donc c'est très en amont, enfin on est très dans la réflexion de la stratégie, définir un peu le cadre, regarder un peu ce qui marche, ce qui fonctionne, et donner des recommandations. Voilà, c'est un petit peu moins dans l'implémentation, c'est vraiment dans l'amont côté stratégie. Et ce qui est sympa, c'est que c'est assez diversifié. Tu touches à tout, tu bosses un peu dans tous les secteurs. J'ai fait autant de l'auto que de la pharma, que de la grande conso, et donc c'est super intéressant. Mais effectivement, tu travailles pour une entreprise en particulier. Et Donc je donc sur disais, cette partie-là, tu gérais quand tu parles du coup de conseil en strat, tu faisais particulièrement sur la partie RSE ou pas du tout? T'étais pas du tout focus sur ça? alors RSE, impact, etc. Ouais. au début pas du tout, sur mes premières années, et petit à petit, j'ai commencé à me spécialiser là-dedans. Et ça correspondait aussi au fait qu'il y avait de plus en plus de missions qui sont liées à ça aujourd'hui. Enfin, c'est la nouvelle révolution industrielle. Enfin, là, il y a énormément de choses à faire. Enfin, toutes les entreprises sont ou doivent être en transition et doivent être accompagnées parce qu'elles n'ont pas du tout forcément les clés pour le faire. Donc voilà, sur les dernières années, je me suis un petit peu spécialisée là-dedans. Enfin, je suis tombée un petit peu par hasard là-dedans, ce qui fait que je me suis aussi renseignée en perso
en parallèle. Et en travaillant là-dedans, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'énormes sujets à adresser côté entreprise, c'est-à-dire et d'énormes opportunités aussi. En gros, pour te donner un exemple, je me suis rendu compte sur des stratégies voilà, de résilience climat qu'on pouvait avoir pour des grands groupes que ce qui les faisait le plus accélérer leur action, c'était pas voilà leur dire qu'il y avait un risque réglementaire, qu'il fallait se conformer à telle ou telle réglementation, ou bien voilà le changement climatique va faire qu'il y aura davantage de feux de forêt, tes usines elles sont davantage à risque, etc. Mais ce qui les faisait vraiment se bouger, c'était plutôt le risque que le consommateur change de comportement. Donc là, il y a un risque vrai, qui touche à leur cœur de business, leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'était vraiment un levier clé. Et aussi le levier en termes d'attractivité des talents. Ça, c'était un peu ce qui les fait se bouger. Donc, en fait, là, tu as un pouvoir qui est assez dingue, qui est dans les mains du citoyen. Quand je dis citoyen, c'est un consommateur, c'est un salarié, c'est une future recrue. Et pour autant, tu as ce pouvoir, mais en fait, le citoyen, lui, il n'est pas armé pour prendre ses décisions en conséquence, par rapport au niveau d'action des entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est une information qui est vraiment très difficile à avoir. Il y a 2 Français sur 3 qui ne sait pas vraiment identifier si une entreprise est responsable ou pas responsable. En gros, t'es un peu dans ce flou d'informations. Moi-même étant, à l'époque, j'étais déjà assez engagée, j'étais incapable de dire entre 2 entreprises, 2 opérateurs téléphoniques ou 2 marques de shampoing ou 2 marques de gâteaux qui étaient vraiment engagées, responsables ou non. Donc l'idée a un peu germé en partant de ce postulat-là. Et donc ensuite, quand donc t'as cette prise de conscience là, en disant professionnelle, de se rendre compte qu'il y a une opportunité business et des moyens de pression qui peuvent être activés auprès, d'un point de vue citoyen. À quel moment tu décides de te lancer sur la partie Nota Climat, de partir aussi de, comme tu disais, cette voie royale du conseil en strat? Alors, je vais pas m'attribuer tous les tous les lauriers parce qu'en fait, c'est Vincent, mon associé, qui a lancé Nota Climat en premier, tout seul. En gros, on s'est rencontrés au travail. On a fait toutes nos années de conseil ensemble et lui, il est parti pour lancer ça tout seul. Moi, je l'ai pas mal suivi en off parce qu'on est collègues, mais surtout amis. Donc, je m'intéressais à ces sujets-là et je l'accompagnais un peu dans le développement de Nota Climat, mais sans pour autant sauter le pas. Et puis à un moment, je pense que j'ai écouté un podcast. C'était voilà. Donc c'est super important les podcasts. Où j'ai eu vraiment cette prise de conscience de me dire, en fait, j'ai envie d'avoir un impact un peu plus systémique. J'ai 30 ans, il me reste 30 ans à bosser. C'est le combat dans lequel j'ai envie de m'engager et j'y crois profondément. Et en fait, ça m'est un peu apparu comme une évidence. J'ai toujours eu du mal avec les gens qui disaient un jour je me suis réveillée, ça m'est apparu comme une évidence, mais là en l'occurrence c'est vraiment le cas. Je me suis dit qu'il fallait que je saute le cap et qu'en fait j'étais dans une situation confortable et qu'en fait si je le faisais pas en ayant les diplômes, l'expérience et l'envie, mais qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc du coup très rapidement j'ai dit à Vincent que voilà je le rejoignais parce qu'il m'avait proposé et je pense que 2 semaines après ça j'avais démissionné et c'était parti. Du coup, c'est quoi Nota Climat? Qu'est-ce que c'est? On parlera bien sûr d'Open Climat dans un second temps, mais si je me trompe pas, vous avez commencé par Nota Climat. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Avant d'en parler plus précisément, j'ai plein de questions là-dessus pour comprendre comment est-ce qu'on évalue l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, etc. Alors, Nota Climat, c'est une application. C'est une sorte de Yuka du climat. En fait, tu as toutes les grandes marques dans tous les secteurs. Et nous, on va décrypter leur trajectoire climat sur les 5 dernières années pour savoir si leur
trajectoire est compatible ou pas avec les recommandations du GIEC pour rester sous un seuil de 1,5 degré, 2 degrés ou plus, on n'espère pas, pour avoir un peu cette vue comparative des entreprises par secteur. Et ensuite, on donne un petit peu la parole aux citoyens sur l'application comme une sorte d'appli de rencontre. Compte tenu de l'action climat de cette entreprise, est-ce que je décide de condamner son inaction climatique ou est-ce que je décide de la favoriser? Et derrière chaque mouvement, chaque swipe, il y a un petit décompte ensuite en disant aujourd'hui, on est X à vouloir que vous agissiez, que vous accélérez votre action, ou bien à l'inverse, Y à vouloir à favoriser votre marque parce que vous agissez. Et l'idée derrière ça, bon, c'était pas juste gadget, l'idée en fait c'était de matérialiser le risque en fait business à ne pas agir, c'est-à-dire de façon très cynique, de dire à la limite si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour votre business parce que vous allez perdre des consommateurs, vous allez perdre des futurs employés, vous allez être beaucoup moins attractif. Et en plus, pour une fois, vous êtes comparé à vos pairs et vous êtes moins bon. Et en plus, ça vous prouve aussi que c'est pas une logique sectorielle, c'est possible au sein d'un même secteur, c'est très hétérogène en termes de niveau d'action. Et ça répond un peu à ce que je te disais tout à l'heure, de se dire aujourd'hui on n'a pas du tout cette information, c'est une information qui existe, mais qui est juste dans des rapports qui sont invitables, qui font des dizaines de pages, que personne de normalement constitué ne va lire quand il va aller acheter un fromage. Voilà, du coup l'idée c'était de rendre ça accessible et aussi de se dire, on a souvent l'impression qu'à l'échelle individuelle, en tant que citoyen, on est un petit peu impuissant. C'est-à-dire comment on apporte cet outil d'expression collective pour faire se bouger les entreprises, pour faire réagir les entreprises. Donc toutes ces infos-là, elles sont disponibles à quel endroit? C'est-à-dire que c'est les infos que vous allez récupérer à quel endroit? C'est des infos publiques du coup des entreprises? Oui, exactement. En fait, c'est ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes les entreprises qui sont sur l'application, elles font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est des entreprises qui ont des rapports publics dans lesquels elles publient toutes leurs émissions année après année selon leurs différents périmètres. Et c'est ça qui est frustrant. En fait, on n'a rien inventé. Cette info, elle existe, c'est juste que personne ne la lit et personne ne la comprend parce qu'elle est faite et elle est construite pour que ce soit pas lisible facilement pour tous. Donc effectivement, c'est dans les rapports publics, si vous voulez chercher, ils existent. Donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en avant sur l'application pour montrer l'évolution de la diminution des émissions de CO2 de chaque entreprise? Qu'est-ce que vous montrez concrètement? Comment est-ce que vous les comparez, etc. Ouais, on regarde en fait les trajectoires CO2 sur les 5 dernières années de l'entreprise, sur son périmètre Scope 1, 2 et Scope 3. En gros, Scope 1, 2, c'est tout ce qui est direct, ses usines, ses bureaux, son électricité. Et Scope 3, c'est vraiment toute la chaîne de valeur de tes fournisseurs à tes clients quand ils utilisent ton produit, à la fin de ton produit, enfin vraiment toutes les parties prenantes qui y a autour. Donc, on regarde bien sur les deux périmètres. On va regarder comment ont évolué les émissions de CO2 sur les 5 dernières années. Et on compare ça, en fait, aux recommandations du GIEC qui va dire, dans tel secteur, pour être compatible 1,5 degré, il faut avoir réduit de X% par an. Et on fait juste, en fait, une sorte de lecture graphique qui compare ça. On n'invente pas un score. C'est vraiment de la lecture graphique sur les dernières années. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est super important, c'est que la seule façon de pouvoir comparer des entreprises entre elles, c'est sur ces trajectoires. On ne peut pas comparer des valeurs absolues d'émissions de CO2. En fait, il y a la façon de les calculer. Il y a tellement d'incertitudes suivant les hypothèses que tu prends, les facteurs d'émission que tu prends, que c'est vraiment une erreur de vouloir regarder et comparer des valeurs absolues. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de commencer sur une année de base, et de se dire on fixe les hypothèses sur cette année
et on va comparer à hypothèse constante, comment tu as réduit tes émissions sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire que si on compare, je sais pas, Coca-Cola et Danone, donc on est dans le même secteur, j'imagine, qui font des chiffres d'affaires différents et qui ont des émissions différentes, on va comparer plutôt l'évolution en pourcentage de leur baisse et de leur évolution sur les 5 dernières années plutôt que le nombre de tonnes qu'ils ont réduit chacun, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. Et comment vous prenez en compte potentiellement une entreprise qui, j'imagine que Danone est plus green que Coca-Cola. Bon, ils sont pas parfaits bien entendu, mais je sais qu'ils sont potentiellement ils ont plus d'impact sur certains secteurs. Comment est-ce que vous comparez le fait que deux entreprises du coup sont pas au même niveau, disons, d'approche CO2, sont pas aussi au même niveau d'émissions au global. À quel point du coup cette partie pourcentage, elle devient pas biaisée par la suite. Tu veux dire quand tu as déjà pris de l'avance Ouais, c'est ça exactement. Vu qu'en gros, j'imagine que si tu compares deux entreprises, Coca-Cola par exemple et Danone, je reprends deux exemples, hein, sans faire de pub bien entendu, Coca-Cola et Danone, si les deux doivent, imaginons, diminuer de 5% par an, si l'une a déjà fait beaucoup d'efforts, comment est-ce que vous allez quand les comparer? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la marche, en fait, elle est encore tellement haute, hein, pour être compatible avec le 5 degrés, il y a encore tellement d'efforts à faire. Il faut un peu comparer ça à une course, les entreprises qui ont pris de l'avance, elles sont pas du tout pénalisées, elles sont déjà sur une bonne trajectoire de réduction à continuer. Mais voilà, il faut le voir comme une course. Il y a personne qui est qui est vraiment en ligne par rapport aux défis que ça représente. Et il faut savoir que c'est quand même une transformation aussi qui reste assez récente. Donc, on regarde sur les dernières années et ce qu'on constate vraiment, c'est que toutes celles qui ont pris de l'avance, elles sont sur des meilleures trajectoires. Sachant que ce qui est important aussi, c'est de se dire, quand tu as déjà pas mal baissé, ta base que tu as baissée, elle est aussi plus petite en pourcentage. Donc, ça devient aussi plus facile d'aller chercher ces quelques pourcents versus quand tu n'as absolument pas agi. Voilà, c'est ce qu'on constate. Il n'y a pas de biais là, de vitesse. En fait, on voit les plus vertueuses, donc c'est celles qui sont aujourd'hui en vert sur l'application. Et donc concrètement, quand je regardais bien sûr sur l'application, vous regardez du coup la trajectoire des dernières années, donc ce qui a été vraiment réalisé, et non pas les prévisions des entreprises. Pour quelles raisons? Parce qu'on croit que ce qu'on voit, et même en analysant en fait sur les dernières années les trajectoires des entreprises, on s'est rendu compte que tu en avais certaines qui s'étaient engagées en 2010 à réduire de façon drastique de X% leurs émissions, qui n'y sont pas arrivées. Et petit à petit, ces engagements ont disparu. Soudainement, on n'en parle plus trop. Donc voilà, nous, on s'appuie vraiment sur ce qui a été effectivement réalisé. Parce que, je dis pas que c'est facile, mais presque, c'est facile aujourd'hui de dire nos engagements, on va réduire de 50% à 2030. Donc voilà, on regarde que l'historique pour se baser sur des faits. Après, et on y viendra sur Open Climat, mais l'idée c'est de se dire, ok, au-delà de ces chiffres, au-delà de l'historique, tu as beaucoup d'entreprises qui vont dire, ok, on est totalement conscient que par le passé, on n'a pas accéléré assez. On a eu cette prise de conscience là en 2020. On a mis les moyens en œuvre, on a un plan d'action et on s'est fixé des objectifs ambitieux qu'on veut mettre en place. Et c'est absolument nécessaire. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est une vision statique. Aujourd'hui, le 20 octobre 2022, voilà ce qu'il en est de l'état des entreprises sur leur trajectoire passée. En revanche, effectivement, il y a tout l'aspect actuel et futur qu'on ne traite pas sur l'entreprise parce que c'est vrai que comparer finalement des engagements, voilà, moi je trouve que ça a moins de valeur sur une application un peu comme une sorte
de Yuka. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu compares uniquement des engagements et comme tu dis, si tu tombes sur une entreprise qui fait beaucoup de greenwashing, qui va dire dans 15 ans je serai net, etc. Bah, en Ouais, fait, ça veut pas dire grand-chose. Tu vas le croire, tu vas te dire ok, moi je vais pouvoir aller acheter je sais pas, plein de bouteilles de Coca-Cola. J'ai resté sur Coca-Cola. Et j'adore le coca en fait. non, j'en ai même pas à la maison en plus. Après, c'est très bon le Coca-Cola. C'est mieux dans les bouteilles de verre quand même. Mais sur j'ai vu aussi donc que vous aviez enlevé la partie, enfin enlevé, pas pris en compte plutôt la partie compensation. Je sais qu'on parle beaucoup de compensation quand on est dans les grosses entreprises, on va compenser en plantant 1 milliard d'arbres, etc. Euh, Pourquoi, pour quelles raisons et à quel point c'est vu que maintenant que vous avez fait l'analyse de globalement de ce qui se trouve dans les rapports des entreprises, à quel point c'est présent cette partie-là compensation par rapport à la partie évolution et réduction nette, disons, des émissions. C'est bah, c'est une partie qui est forcément utile parce qu'on a forcément des émissions résiduelles, mais c'est ce qu'on fait vraiment à la fin de sa stratégie de décarbonation. Donc déjà, en fait, il y a comment, qu'est-ce que je peux, même avant de réduire, à quoi je peux renoncer, qu'est-ce que je peux éviter. Ensuite, comment je réduis au maximum. Et la compensation, en fait, c'est ce sur quoi vraiment j'ai pas réussi à réduire, qui sont mes émissions résiduelles. Comment est-ce que je mets en place une politique de contribution à la neutralité sur des projets de compensation. Mais en fait, si on prend dans la réduction la compensation, ça biaise totalement l'analyse. Certains qui vont réduire à peine et qui vont compenser 80%, d'autres qui vont faire l'exercice jusqu'au bout en le faisant vraiment après avoir mis en place toute cette stratégie euh, d'évitement, de réduction, qui mettent en place cette stratégie. Mais en fait, on serait plus sur des bases comparables. Donc, et puis, en fait, l'enjeu, il est dans la réduction et la compensation, elle est clé. Et on en parle dans Open Climat. Mais pour comparer sur des bases comparables, plusieurs entreprises, on ne peut pas prendre ça en compte. En plus, il y a un volet de rentrer ensuite dans les projets de compensation. Tu sais, enfin, il y a des niveaux de qualité. Le prix de ta tonne de carbone compensée, il peut varier de 1 à 100. Enfin, et pour être tout à fait honnête, moi, j'étais pas en mesure de comparer ces projets entre eux. Donc, voilà, je trouvais que ça brouillait aussi le message et l'analyse. Et concrètement, quand tu regardes au global sur ce que vous avez analysé, tu parlais juste avant, tu donnais un exemple potentiellement d'entreprises qui réduisaient un peu et compensaient énormément. Quand tu regardes au global, est-ce qu'il y a des industries ou peut-être des acteurs sans citer les noms, en fait, ça sert à rien de citer les noms parce que si on écoute maintenant, peut-être que dans 5 ans, quand on réécoutera cet épisode, l'entreprise aura changé, donc sans citer de nom. Mais au global, dans une industrie, est-ce que tu as des endroits où tu as l'impression qu'ils se disent ok, on compense à fond, on réduit un tout petit peu et on verra bien ce qui se passera de toute façon. Ça passerait inaperçu, disons. Euh, ouais, c'est pas. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose qui est propre à une industrie, mais en fait, c'est assez drôle puisque quand tu regardes les rapports, je pense qu'en 2 secondes, tu vois qui est sérieux ou pas sur sa démarche. Enfin, si dès le début, ça parle de compensation dans tous les sens, euh, enfin, et que c'est le cœur de la stratégie, enfin, je pense que tu n'as même pas à te plonger dans les chiffres, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension des priorités en termes d'action. Mais là, comme ça, je serais pas en mesure de faire une analyse très poussée sur des tendances, etc. à la compensation. Enfin, moi, les limites, je me suis même pas trop focalisée, c'est ça le verbe, sur ce point-là. Du coup, ça veut dire que concrètement, si on va sur Nota Climat, même si vous n'allez pas parler de compensation, etc. dedans, c'est typiquement ce type d'entreprise, c'est des entreprises qui agissent uniquement sur scope 1 et 2 ou qui agissent pas du tout dessus. Sur quelle trajectoire ils sont à peu près? Quelle trajectoire on peut se dire, bien sûr, hein, l'objectif c'est d'être tous à 1,5, hein, bien entendu, mais quels sont les vrais mauvais élèves et qu'est-ce qu'il faut regarder en premier sur l'application? Sur l'application,
Il y a de tout. Enfin, c'est super hétérogène et malheureusement, en moyenne, on n'y est pas. Hein. Enfin, l'effort, il est encore énorme. La marche, elle est très haute. Même les entreprises qui sont alignées, enfin, qui sont en dessous de 2 degrés. Enfin, l'idée, peut-être 2 degrés, c'est pas un monde non plus rêvé, hein, mais donc il y a vraiment il faut le rappeler, hein, parfois. Là, on est à plus 1,1 degré et il y a déjà des catastrophes en chaîne, donc on essaye de limiter la casse, mais voilà, c'est pas non plus idéal. Euh, Bref, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a un niveau qui est assez hétérogène. Il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves dans chaque secteur. Et ça, c'est intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, ça montre que tu peux pas te réfugier derrière. Ah ben moi, dans mon secteur, en fait, il y a des logiques qui font que c'est impossible de se décarboner. En fait, non. Il y a des gens qui arrivent et d'autres qui ont juste pas cette volonté. Il y a des disparités. T'en as, par exemple, qui ne publient rien et qui ne mesurent même pas leur scope 3 en fait. Et ça, c'est la base, en fait, la mesure, c'est ton premier point pour piloter une action. En fait, si tu ne le mesures pas, c'est honnêtement que tu te fiches du monde. Quand tu fais, là je parle pour les grandes entreprises qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires, pour les plus petites, on y viendra, mais c'est d'autres logiques. Mais du coup, tu vois tout de suite celles qui n'ont pas mesuré, par exemple, leur scope 3. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le scope 3, ce que je disais, là, vraiment toute ta chaîne de valeur, c'est plus de 90% de tes émissions. Donc, c'est bien d'agir sur son scope 1, 2, parce que c'est là où, en fait, ton action, elle est directe, c'est ce que tu contrôles. Mais si tu mesures même pas ton scope 3, c'est indécent, en fait. Aujourd'hui, quand tu fais plusieurs milliards de chiffre d'affaires, de faire ça. Après, c'est une transformation qui est longue. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition. T'as des acteurs qui ont mesuré là sur l'application de façon un peu encore trop récente pour qu'on ait une vraie trajectoire, mais les résultats devraient arriver d'ici les prochaines années. On l'espère. Et elles ont mis des choses en place et ça devrait se voir. L'idée, c'est de se dire année après année, elles sont dans une logique d'accélération. L'objectif, c'est qu'elles améliorent un peu toutes leurs notes. C'est pour ça que j'aime bien dire Yuka du climat, parce que c'est fou ce que Yuka a réussi à faire. Ils ont réussi à faire en sorte que des entreprises qui n'avaient pas changé leur formulation, enfin leur formule depuis des dizaines d'années, elles le fassent pour être mieux notées sur Yuka. Ils ont réussi à faire bouger des gros industriels. Enfin, c'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Nous, on essaye de le faire à l'échelle du climat. Sachant que toi, tu connais très bien ce type d'enjeu-là, tu me disais que vous preniez pas en compte, on va passer sur Open Climat juste après, mais tu disais que vous preniez pas en compte du coup la partie compensation, bien sûr uniquement l'évolution basée sur les rapports du GIEC, donc c'est quand même plutôt correct logiquement. Ouais. Enfin, les rapports de l'entreprise pour ces... Ouais, rapport de l'entreprise, ouais, par rapport aux recommandations. Ouais. Et à quel point c'est difficile, disons, en tant qu'entreprise de passer ce cap, de suivre le rapport du GIEC. Enfin, je sais que il faut le faire, hein, c'est l'objectif quand même. Mais à quel point c'est difficile, toi tu connais aussi ce secteur-là, cette partie recommandations stratégiques, etc. À quel point c'est complexe de mettre en place ce type de recommandations, de suivre les recommandations du GIEC pour une entreprise structurellement. C'est très complexe, honnêtement. C'est parce que ça touche en fait tous les pans de ton organisation, un peu à la façon du digital. Hein, à l'époque où tout le monde se digitalisait, en fait, finalement toutes les fonctions doivent avoir un peu cette expertise-là ou penser via ce prisme-là. Donc en fait, c'est vraiment du change management entre guillemets. Donc tu dois faire évoluer les mentalités. C'est une transformation qui est profonde et qui met du temps. Mais à côté de ça, tu as aussi des leviers qui sont actionnables, connus, directs, tes usines.
ton énergie, etc. Enfin, c'est c'est à deux vitesses. Sur ton scope 1-2, il y a des choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place qui dépendent de toi. Sur ton scope 3, ça implique de réfléchir à toute ta chaîne de valeur, tous tes fournisseurs. C'est une transformation qui est profonde parce qu'elle doit toucher l'ensemble de ton organisation. Après, disons que il y a les leviers de réduction et il y a après les questionnements sur l'existence même de telle offre, de ton service. Enfin, ce que je disais tout à l'heure sur la partie renoncement, sur la partie repenser ton modèle d'activité, c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui pour les entreprises. Et quand vous allez, passant sur Open Climat, parce que on a parlé pas mal de Nota Climat, sur Open Climat, qu'est-ce que vous visez concrètement? Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place avec Open Climat et à quoi ça pourrait servir en fait? Pour les entreprises, mais aussi bien entendu pour le climat, pour les citoyens. En gros, Open Climat, l'idée c'est de faire en sorte que l'information climat, les démarches climat, elles soient totalement accessibles, totalement lisibles et faire en sorte que les entreprises partagent pour permettre à tous d'accélérer leur action. En gros, aujourd'hui, c'est super opaque, ce que je disais tout à l'heure. Donc, concrètement, Open Climat, c'est une sorte de LinkedIn de l'action climat. En fait, chaque entreprise a sa page profil et communique sur son action climat selon un cadre que nous, on fixe, qui est complet, qui est pertinent par secteur et du coup qui est comparable aussi d'une entreprise à l'autre. Et on veut vraiment valoriser le fait de partager ta démarche, tes actions, parce qu'en fait aujourd'hui c'est super opaque. Alors il y a plein de choses qui sont mises en place, mais toutes les entreprises passent leur temps à réinventer la roue. En fait, on parle à pas mal de responsables RSE qui nous disent que la meilleure façon aujourd'hui de se mettre à l'action, de résoudre un problème, en fait, c'est de décrocher ton téléphone et de demander à un collègue qui est dans une autre boîte comment tu as fait sur cette problématique-là, etc. C'est quelque chose qui devrait être accessible et totalement lisible. On ne devrait pas perdre du temps à faire des rapports, si je caricature, des rapports qui font 60 pages, qui sont complexes, que les gens ne lisent pas, et à perdre du temps là-dessus. Donc, nous, on veut vraiment valoriser le fait de communiquer de façon hyper transparente et en détail sur ton action climat. Donc, concrètement, on leur demande un peu leur démarche, comment est-ce qu'ils sont organisés au sein de l'entreprise pour mettre en place cette transition, comment est-ce qu'ils mesurent, comment est-ce qu'ils sensibilisent leurs équipes, des collaborateurs aux dirigeants. Donc ça, c'est un petit peu tout le côté démarche. Et après, concrètement, on leur demande en termes de plan d'action, quel est leur mix d'émissions. Donc, pour un peu éduquer sur les gros ordres de grandeur, par exemple, l'agroalimentaire, c'est 70% c'était matières premières. Pour éduquer sur ces ordres de grandeur. Et puis concrètement, sur chacun de tes gros blocs d'émissions, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, quelles sont tes missions en cours, etc. Et se dire, on partage un petit peu, ce partage de levier, ce partage de plan d'action, il va vraiment profiter à n'importe quelle entreprise qui se dit, tiens, moi je suis dans le même secteur, j'ai envie de mettre en place une démarche, tiens, je vais regarder comment les autres font. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses, mais aujourd'hui, quand je me pose cette question, c'est vraiment pas évident. Parce que je dois me farcir encore ces rapports qui sont construits de façon pas du tout harmonisée. Donc, tu vois pas du tout clair. C'est un petit peu l'objectif qu'on a derrière. Et c'est aussi de dire, OK, comment on étend, parce que là, on parle beaucoup des grandes boîtes avec notre climat, mais il y a plein de grosses PME et d'ETI qui agissent, qui ont fait leurs mesures, leur bilan carbone, qui ont mis en place un plan d'action, mais qui aujourd'hui ne communiquent pas du tout sur leur action parce qu'elles ne savent pas comment faire, elles ont aussi peur
d'être un peu taxé de greenwashing, etc. Et surtout, parce qu'en fait, les équipes qui sont dédiées à la RSE, elles devraient passer la majeure partie de leur temps à l'action et pas à se prendre la tête à se dire je mets quoi comme rubrique dans mon rapport et à payer des milliers d'euros à briefer une agence. Mais comment vous faites, tu parlais de greenwashing juste avant, pour faire en sorte de pas avoir de greenwashing, sachant que c'est les entreprises directement qui remplissent ces informations-là? Ouais, très bonne question. Euh, En gros, je vais commencer par rappeler ce qu'est le greenwashing. Euh, les entreprises qui font du greenwashing, quand elles disent quelque chose, elles mentent pas forcément sur ce qu'elles avancent comme propos. C'est juste elles vont mettre en avant un argument qui de leur choix et qui potentiellement, à l'échelle de leur empreinte globale, peut être totalement anecdotique ou insignifiante. Si je prends l'exemple de dire c'est super, nous dans nos bureaux, on a mis des fontaines à eau, on n'a plus de gobelets en plastique. Ok, mais en fait, c'est 0,01% de tes émissions et tu as choisi de mettre ça en avant pour paraître plus vert que ce que tu n'es réellement. Donc, en fait, le levier principal en greenwashing, c'est de communiquer selon un cadre qui est complet. Enfin, toujours se dire, en fait, je communique sur tous les éléments de façon complète et pas sur un argument que je veux mettre en avant qui va me faire paraître plus vert que je ne me suis réellement. Donc ça, c'est vraiment le premier levier pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de greenwashing, c'est d'avoir notre cadre qui est fixe. Les entreprises, elles répondent selon nous, les rubriques qu'on fixe. Elles n'ont pas le choix et elles doivent répondre sur l'intégralité de ces questions. C'est le premier levier. Et le deuxième, c'est de se dire, on a quand même un contrôle aussi par la masse, entre guillemets, où n'importe qui peut signaler une information erronée sur la plateforme. Typiquement, c'est lié dans la sensibilisation. Tous les ans, tout le monde fait une fresque du climat, c'est obligatoire. Moi, je suis salariée de la boîte et c'est pas vrai. Je peux remonter une alerte que nous, après, on traite avec l'entreprise en direct. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important que ce soit les entreprises qui communiquent directement parce que là, c'est les équipes d'action qui remplissent les pages. Et honnêtement, il y a personne de mieux placé que les équipes qui mettent en place cette stratégie de décarbonation dans une entreprise pour les communiquer. Et en fait, il faut leur donner la parole parce que c'est pas forcément des gens qui sont issus de la com, etc. Mais il y a un vrai besoin de partager ce savoir. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de garder les choses pour nous et de perdre du temps à réinventer la roue en permanence. Ce qui est sûr, c'est quand je suis allé sur Open Climat, bien entendu, pour préparer l'échange, c'est hallucinant la quantité d'informations qu'il y a. Ouais. On a l'impression de lire un rapport, entre guillemets, un rapport condensé avec juste les bonnes informations, sans vous jeter un maximum de fleurs, hein, c'est pas l'objectif, mais franchement, honnêtement, on a on a l'impression on découvre vraiment l'action concrète des entreprises sur le climat. Il y en a certaines où on voit bien sûr qu'elles sont moins avancées que d'autres, et parce qu'il y a un comparatif aussi avec Nota Climat, si je me trompe pas, avec du coup ce que vous avez pu avoir sur Nota Climat, si certaines sont sur Nota Climat, mais c'est ultra complet et ça permet en tant que, on en parlera aussi par la suite, en tant que talent, en tant que, si on souhaite postuler dans une entreprise, de se dire ok, moi je sais ce qu'elle fait, je suis au courant de ce qu'elle fait, elle va pas aller m'embobiner sur XY et je vois après si je postule pas, et j'imagine que ça aide aussi pas mal là-dessus. Donc ça rebondit sur ma question, j'imagine que c'est l'un des biais. Qu'est-ce que ça permet comme action auprès des entreprises de mettre ça, du coup, de mettre son impact directement sur Open Climat, comment est-ce que quel retour les entreprises vous donnent? Ça, en fait, ça permet c'est vrai, ça permet de valoriser celles qui agissent le plus, comme tu dis, auprès des futurs talents. C'est un vrai sujet. On a aussi des offres de jobs à impact à pourvoir qui sont sur la plateforme.
ben, en fait, il faut effectivement récompenser celles qui agissent le plus. Et ça met aussi en avant celles qui sont pas forcément dans une démarche de transparence et de partage. Et en fait, aujourd'hui, le fait de rendre cette info accessible euh, aux citoyens, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, potentiellement, il pourrait y avoir un impact business, de se dire je vais privilégier telle entreprise, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans mes achats du quotidien. Et ça, c'est vrai que ce côté accessibilité, c'est un des retours qu'on a des entreprises parce qu'il y a plein de choses qui existent, comme tu disais, euh, dans, enfin, mais qui sont vraiment à destination des investisseurs. Enfin, moi, quand j'ai vu des rapports, même je travaillais là-dedans, etc., il faut vraiment s'accrocher. Il y a des KPI dans tous les sens, il y a des normes ISO, je ne sais combien. En fait, ça parle pas. Quand on me dit, là, j'ai réduit 100 tonnes de CO2 et j'ai réduit de 3%, je sais pas en fait si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Enfin, ça a une vraie valeur en fait de le mettre dans un cadre comparable. Et donc c'est un peu l'angle. Bah, pour une fois, on a une plateforme qui parle euh, aux citoyens. Parce que vraiment là aujourd'hui, tout est fait pour les investisseurs et c'est important hein, pour les directions achats. J'ai écouté ton dernier podcast avec Covadis, c'est génial ce qu'ils font. Ils réussissent à capter des interlocuteurs côté achat et ça, du coup, il y a un impact B2B qui est énorme. Mais en revanche, il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir le citoyen et la visibilité auprès d'eux pour faire bouger les choses. Et après, on va pas se cacher aussi, c'est aussi un incentive à agir. Enfin, moi, je sais que j'ai des entreprises qui peuvent venir me voir en disant est-ce que je peux communiquer sur la plateforme et qui en fait sont pas matures sur leur action, elles ont même pas mesuré, elles ont même pas fait leur protection, etc. Et moi je leur dis en fait non, nous vraiment c'est le dernier maillon de la chaîne. Enfin, tu mesures, tu mets en place un plan et tu commences à mettre en place une action et ensuite tu peux partager. Mais du coup c'est un incentive en fait, c'est dire ah bah tiens je vais si j'agis, en fait, je vais pouvoir communiquer, être présent sur Open Climat, être visible auprès des futurs recrues, des écoles, de, de, de mes consommateurs ou même de tous mes fournisseurs lors d'appels d'offres. En fait, j'ai juste à leur partager ma page, etc. Donc, c'est quand même un incentive à agir. Et à quel point, donc tu parlais de sa partie incentive, et à quel point ça aide les responsables RSE pour faire bouger les choses au sein de leur entreprise, d'être présent sur Open Climat ou sur ou le retour que vous pouvez faire sur Nota Climat. Alors, bah, sur Nota Climat, c'était génial les retours qu'on a eu assez rapidement. Je m'y attendais pas forcément de cette façon-là, mais je me souviens la première fois que je me suis retrouvée confrontée à quelqu'un, un responsable RSE d'une boîte qui était en rouge total sur l'application. Moi, j'étais un peu mal à l'aise. Puis après, je me suis dit pourquoi c'est moi qui suis mal à l'aise alors que leurs émissions sont en hausse. Enfin, bon, voilà. Mais la première fois que je me suis retrouvée face à cette personne, ce qu'elle m'a dit, c'est ah mais c'est génial. En fait, je vais pouvoir faire pression sur ma direction pour pouvoir négocier du budget parce qu'en fait, je leur montre que voilà, on est exposé auprès des citoyens, on est comparé à nos pairs, on est moins bon. Regardez, il y a cette application qui existe et qui nous met un peu devant nos actions quoi. Et donc ça, c'est déjà un impact énorme de se dire, ben, en fait, la peur voilà, d'avoir des impacts business côté citoyen ou des impacts en termes d'image, elle peut faire bouger les choses rapidement pour des décideurs qui vont pas être forcément les plus militants ou les plus sensibilisés. Donc ça, c'est un impact assez fou. Et sur Open Climat, ce qui est assez chouette, c'est on a un retour des entreprises qui nous dit, bah, même en interne, dans un grand groupe,
C'est pas facile de fédérer et de faire connaître notre action en interne. Et alors que là, bon, bah, sur le dopage, il y a une vision assez claire, assez précise de ce qu'on fait, qui n'implique pas d'aller lire tout le rapport qui fait des dizaines de pages quand il existe. Parce que honnêtement, là, on parle encore beaucoup des grandes entreprises, mais la plupart du temps, il n'y a pas de rapport, en fait. Pour finir, avant de passer aux questions de fin, à quel point, vu que maintenant vous avez l'analyse globale avec Nota Climat qui continue, bien entendu, et avec Open Climat qui est là aussi, à quel point tu es optimiste, pessimiste sur tout ce que tu vois, toutes les actions globales, parce que tu as quand même une grosse vision de différents secteurs, etc. À quel point quelle est ta vision là-dessus en fait? Je pense que ma réponse, elle peut changer d'un jour à l'autre, suivant les interlocuteurs à qui je parle, etc. Le fait de bosser en fait en direct avec les équipes RSE, ça honnêtement, je me dis mais c'est génial. C'est des gens qui sont impliqués depuis beaucoup plus longtemps que moi dans la décarbonation de leur entreprise, qui sont les plus militants en fait, et qui essayent de faire changer les choses de l'intérieur. Et ça me donne énormément d'espoir. Ils ont pris, même, là avant le lancement, on est tout récent Open Climat, on a quand même des grosses boîtes qui sont là-dedans. Honnêtement, on était personne, on avait Nota Climat, mais ils ont pris de leur temps parce qu'ils croyaient à cette vision de fait de devoir être transparent, partager leurs actions, faire avancer les choses collectivement. Donc ça c'est ce qui me rend optimiste, de me dire ok, on a des gens qui sont incroyables et qui sont impliqués, qui sont à fond. Après, effectivement, parfois tu te confrontes à des gens qui ne comprennent pas cette valeur du partage et de la transparence, qui vont nous dire ah non, ça en fait c'est un avantage compétitif, je vais pas le partager, mais en fait un avantage compétitif pour quel monde en fait, enfin juste c'est même pas pour gagner des parts de marché ou quoi, il en va de la pérennité de notre société, de ton entreprise, pour la survie de notre. Oh là là, on arrive dans des moments où je vais aller un petit peu trop loin, mais ça, en fait, il y a encore des décideurs qui n'ont pas cerné en fait l'urgence. Et c'est pour eux qu'on a. Enfin, c'est en partie pour ça qu'on a eu besoin de créer Nota Climat, pour montrer qu'en fait, il y avait un risque. Ne le faites pas pour la planète, mais faites-le vraiment pour la pérennité de votre entreprise sur l'aspect business. Voilà, on essaye d'appuyer un peu sur ça aussi pour les faire bouger. Et puis après, évidemment, à côté de ça, si j'enlève ma casquette boulot, Nota Climat, Open Climat, en tant que moi, citoyenne engagée et sensibilisée à la cause, honnêtement, c'est très très difficile de ne pas être éco-anxieux. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on voit certaines décisions politiques qui sont prises, ou en l'occurrence surtout pas prises, et c'est difficile. Après, le moyen que j'ai trouvé, et que beaucoup ont trouvé, c'est de passer à l'action. Et j'aime bien, il y a Aurélien Barraud qui dit, on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment, et en gros il dit en fait l'éco-anxiété c'est juste de la lucidité. C'est totalement normal d'être éco-anxieux. Il a fait un parallèle avec, c'est-à-dire quand tu te retrouves en plein milieu d'une guerre et tu vois les gens autour de toi mourir, c'est normal que tu sois triste. En fait c'est pareil, l'éco-anxiété, quand tu te retrouves au milieu d'un bouleversement climatique et d'un effondrement du climat, de la biodiversité, etc., c'est normal d'être éco-anxieux, en fait. C'est pas un problème psychologique qu'il faut que je soigne. C'est normal, voilà. Ça, c'est Totalement, je suis d'accord. Mais l'éco-anxiété, je pense que la meilleure manière de combattre, disons, cette éco-anxiété, qui peut arriver à tous, on est tous un peu anxieux quand on est sensible à ces enjeux-là, c'est de faire des actions au quotidien, que ça soit personnellement ou via ces entreprises, et ça permet quand même d'aller limiter un peu cette anxiété, se dire au moins ça bouge, connaître d'autres personnes, s'entourer de personnes qui agissent aussi au fur et à mesure, et voir du coup que
cet effet boule de neige arrive progressivement, ça prend du temps, Oui. mais toi, en tout cas, ce que vous faites avec ton associé sur Open Climat, sur Nota Climat, ça permet aussi d'aller montrer qu'il est possible de voir des actions et de voir en tout cas des solutions qui permettent aux entreprises d'aller agir plus concrètement. Pour terminer sur les 3 questions de fin, est-ce que tu as un contenu à partager, que ce soit pour les décideurs qui ne souhaitent pas agir ou surtout pour les auditeurs et auditrices, un contenu à partager à tous? Étant donné là qu'on a parlé beaucoup de trajectoires, de rapports, etc., je vais aller un peu plus vers l'aspect poésie. Le fait en fait de devoir super important de créer de nouveaux récits, voilà, créer de nouveaux enchantements et du coup dans toutes les interventions, je parlais d'Aurélien Barraud, elles sont vraiment assez exceptionnelles. Ou bien où j'aime beaucoup aussi Cyril Dion, tout ce qu'il fait, ses documentaires, dont un qui va sortir là en novembre, qui s'appelle Un monde nouveau. J'ai hâte de voir, mais donc, voilà, il nous embarque à travers le monde pour voir un petit peu comment d'autres ont repensé des systèmes pour que nous on pense acquis et normaux, mais en fait rien n'est normal. On a tout construit, on a tout détruit. Et il faut tout reconstruire maintenant. Et voilà, donc je dirais, ouais, Aurélien Barraud et Cyril Dion. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Une action, je dirais l'importance d'en parler. Enfin, bien sûr, de s'informer. Mais faut pas qu'on sous-estime le pouvoir de la sensibilisation. Enfin, à partir du moment où moi j'ai eu cette prise de conscience, j'ai eu envie de quitter mon boulot, de changer un peu de façon de consommer, de nourrir, etc. Donc c'est en parler le plus possible, en ayant en tête les bonnes données, les bons ordres de grandeur, etc. Bien évidemment. Mais je sais plus ce que c'est la stade de dire on est tous à 7 degrés de n'importe qui sur Terre. Donc, peut-être que là, en parlant, il y a quelqu'un qui connaît un politique super influent et qui va se passer quelque chose. C'est vrai. Faut pas sous-estimer l'action qu'on peut tous avoir de simplement discuter et de créer des contacts ou comme tu dis, prêcher la bonne parole, les bonnes stats pour faire en sorte de faire évoluer tout le monde. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast. Du coup, ça va être lié au contenu que j'ai à partager. Je pense que tu arrives à avoir Aurélien Barraud ou Cyril Dion et avoir un peu leur vision et apporter un peu de poésie à cet univers. Ça peut être vraiment pas mal. Très bien. Bon, la barre est haute. Mon avis, si je les ai, j'essaierai de faire un live, ce sera sympathique. Merci beaucoup Elsa. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup? Nota Climat, Open Climat, c'est quoi exactement les adresses, les sites web, etc. Et où est-ce que toi on peut te retrouver? Alors l'application elle est disponible sur tous les stores, App Store, Play Store et openclimat.com simplement. Et si vous voulez me parler, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Open Climat. C'est lié à mon calendrier. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais voilà. Vous pouvez me contacter directement ou sinon pour m'écrire le plus simple, ça reste LinkedIn. Ok, parfait. Bon, je mettrai bien sûr tous ces liens-là si vous souhaitez contacter Open Climat ou en tout cas télécharger l'application Nota Climat pour en savoir plus sur les différentes entreprises. Merci beaucoup, Elsa, pour ton temps aujourd'hui. Merci Antoine.